Mettre un prix sur la pollution. Voilà l'idée au fond derrière l'un des outils les plus puissants mais aussi les plus débattus dans la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment ça fonctionne. Comment faire pour que polluer coûte cher? C'est vraiment la question de départ, celle qui a mené à la création des marchés du carbone un peu partout dans le monde. Le principe, au fond, il est assez simple. Si polluer a un coût, eh bien les entreprises auront tout intérêt à polluer moins. Logique. Alors, la solution qui s'est imposée, c'est ce qu'on appelle le plafonnement et échange. C'est une idée économique assez maligne en fait. Imaginez un peu un jeu de chaises musicales, mais pour les pollueurs. L'autorité publique décide du nombre de chaises, c'est-à-dire le volume total d'émissions autorisées, le fameux plafond. Et ensuite, les entreprises, elles, s'achètent et se vendent le droit de s'asseoir sur ces chaises. C'est cet échange qui va créer, naturellement, un prix pour chaque tonne de carbone. Bon, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, comment ça marche? Pour le comprendre, on va plonger au cœur du tout premier et du plus grand marché du carbone de la planète, celui de l'Union européenne, le fameux EU ETS. Alors attention, le parcours de l'EETS, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. C'est une histoire de presque 20 ans, avec pas mal de ratés au début. La première phase, c'était un peu un test, et les prix se sont complètement effondrés parce qu'il y avait beaucoup trop de permis en circulation. Juste après, bam, la crise financière de 2008 arrive. Ça a encore plus plombé le système, avec un surplus énorme de quotas et des prix ridicules pendant des années. Il a fallu attendre 2019 et une réforme clé, la réserve de stabilité du marché, pour que les choses commencent enfin à s'améliorer. Et puis en 2023, on a eu le vrai grand coup d'accélérateur. Le vrai tournant, c'est cette fameuse réserve de stabilité du marché, la MSR. Ce mécanisme a absolument tout changé. Il faut bien se rendre compte, avant ça, le marché était complètement noyé sous les quotas. Le prix, il stagnait sous les 10 € la tonne. Une misère. Avec la MSR, qui en gros retire automatiquement les permis en trop du marché, la confiance est revenue d'un coup. Résultat, le prix est monté en flèche, jusqu'à 80, 90 €. Et là, oui, ça envoie un signal fort, un vrai signal, pour que les industriels investissent dans les technologies vertes. Et puis est arrivée la réforme Fit for 55. Alors là, c'est comme si on avait mis un turbo au système. D'abord, on a rehaussé l'ambition, de manière drastique. L'objectif de réduction est passé à moins 62%. Ensuite, on a élargi le périmètre à des secteurs énormes, comme le transport maritime. Et enfin, et ça c'est crucial, on a créé un outil totalement nouveau, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. En gros, c'est pour s'assurer que les produits importés de pays moins stricts sur le climat payent aussi leur juste part. Et les résultats alors? Eh bien, ils sont là. Fin 2023, les émissions dans les secteurs couverts par ce marché européen avaient dégringolé de presque 48% par rapport à 2005. C'est quand même la preuve que oui, un marché du carbone, quand il est bien pensé et bien calibré, ça peut vraiment fonctionner pour décarboner massivement l'économie. Forcément, cette expérience européenne, ça a inspiré d'autres pays. Des systèmes similaires ont commencé à éclore un peu partout sur la planète, mais chacun avec ses propres règles du jeu. Ce qui saute aux yeux quand on regarde la carte du monde, c'est à quel point les ambitions sont différentes. Le prix du carbone en Europe n'a rien à voir avec celui des autres grands marchés, comme celui qui lie la Californie et le Québec, ou encore celui de la Chine. Et ces écarts de prix, ils ne sortent pas de nulle part. Ils traduisent des choix politiques très forts sur la vitesse à laquelle on veut que les industries se transforment. Et attention, les différences, ce n'est pas juste une question de prix. Prenons la Chine. Leur système est le plus grand au monde en volume, mais il ne fonctionne pas avec un plafond absolu. Il est basé sur l'intensité carbone. C'est très différent. Le marché Californie-Québec, lui, c'est un super exemple de coopération. La Corée du Sud a été la première en Asie de l'Est, même si leur marché a eu du mal à trouver son rythme. Et puis il y a le cas de la Nouvelle-Zélande, avec une approche vraiment originale, qui inclut les forêts, mais qui a laissé de côté son énorme secteur agricole. Bref, chaque marché est un laboratoire à ciel ouvert. Alors oui, ces marchés se multiplient, c'est un fait. Mais la grande question qui reste, c'est est-ce que ça va assez vite? Est-ce que c'est à la hauteur de l'urgence climatique? Parce que les défis, eux, sont absolument gigantesques. Tenez-vous bien. Aujourd'hui, seulement 6% des émissions mondiales sont couvertes par un prix du carbone qu'on peut considérer comme sérieux, c'est-à-dire aligné avec les objectifs de l'accord de Paris. 6%. Ce chiffre, il est un peu brutal, mais il montre tout le chemin qu'il reste à faire. Alors, c'est quoi la suite? Il y a plusieurs chantiers énormes. Le premier, évidemment, c'est d'augmenter l'ambition. Le deuxième, c'est de faire en sorte que ces marchés communiquent entre eux. Et le troisième, qui est peut-être le plus important, c'est de s'assurer que cette transition soit juste pour tout le monde. Il est absolument vital que les revenus générés par ces marchés servent à aider les ménages les plus fragiles. C'est la condition pour que ce soit accepté par la société. Alors au final, est-ce que les marchés carbone sont la solution miracle? La réponse est non, bien sûr que non. Mais c'est un outil économique extrêmement puissant. Ce que toute cette histoire nous apprend, c'est que leur efficacité ne vient pas d'une sorte de magie du marché. Elle dépend d'une seule chose, une volonté politique forte, claire et qui dure dans le temps. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir si l'outil est bon, c'est de savoir si on aura collectivement le courage de s'en servir à la hauteur de l'enjeu.